Donc pourquoi les 3 diaphragmes et pourquoi ce thème? J'ai choisi ce thème parce que on parle beaucoup du prana, la respiration pulmonaire, la respiration pelvienne, et rarement de la respiration du cerveau, la respiration crânienne. Or, il y a certainement beaucoup de gens ici qui l'ont pratiqué, c'est-à-dire qui ont eu des séances d'ostéopathie, parce que c'est un peu la base de l'ostéopathie. Donc, je pense que c'est important d'avoir cette connaissance, parce que comme vous allez voir, elle entraîne beaucoup de choses. Je pense que je vais vous faire passer une petite vidéo qui montre un petit peu les 3 diaphragmes. Aussi, vous allez voir que à travers cette conscience des 3 diaphragmes, on va pouvoir percevoir comment la conscience peut entrer dans le corps et par quels canaux. Alors ça, on arrivera à ça à la fin de la conférence. J'ai fait un blog pour soutenir un petit peu la conférence et pour pouvoir dire l'essentiel et faire un exercice pratique et pouvoir avoir cette perception de cette respiration crânienne. Donc le lien, je pense, qu'est-ce que Jacques, tu l'as mis? Oui, ok. Donc ça, c'est la première page du blog. Au fur et à mesure de la conférence, on va avoir accès à d'autres pages. Et donc sur la droite, vous avez la colonne de droite des menus. Vous aurez différents thèmes que l'on va aborder au cours de la soirée. Alors, ici, on va cliquer tous ensemble sur la synchronisation des 3 diaphragmes. Ça vous explique en 2 minutes déjà que ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, mais que déjà même, c'est même pas un ostéopathe qui a fait cette vidéo, mais donc qui a la conscience des... La respiration totale permet de retrouver une parfaite maîtrise de son corps. Elle permet de mobiliser les différents diaphragmes, le plus connu étant le diaphragme thoracique, mais aussi le diaphragme crânien, le diaphragme cervical et le diaphragme pelvien. Ces différents diaphragmes vont stimuler les niveaux, les plexus nerveux, neurovégétatifs qui apparaissent à l'écran, progressivement. Ces 4 diaphragmes, le diaphragme crânien étant une expansion ménagée, que vous voyez apparaître ici, la fosse du cerveau et la tente du cervelet, le diaphragme cervical étant constitué de la langue, des muscles susioïdiens et de l'osioïde, le diaphragme thoracique très connu, qui est une séparation, une grande cloison musculaire qui sépare l'abdomen de la cage thoracique, le diaphragme pelvien, cette grande corbeille musculaire qui relie le sacrum aux os iliaques, aux os du bassin. Ces diaphragmes vont travailler ensemble, en synergie, et vont stimuler la circulation, vont stimuler les différents centres nerveux. Ok, c'est bon. Donc là, vous avez bien vu les 3 diaphragmes. Donc on ajoute le diaphragme cervical ou hyoïdien, pardon, de l'osioïde. Disons qu'il est moins, enfin il est aussi important quelque part que les autres, mais en général on apprend d'abord les trois fondamentaux. Et on les nomme le diaphragme, la respiration première, celle du cerveau, parce qu'elle apparaît à l'âge du fœtus de 3 mois, alors que la respiration pulmonaire apparaît à la naissance. La respiration secondaire est donc celle des poumons et la respiration tertiaire est celle du plancher pelvien. Donc je ne parlerai pas aujourd'hui de la respiration iodienne, d'ailleurs je ne parlerai pas beaucoup des 2 autres puisque, sauf celle du sacrum, mais la pulmonaire et la pelvienne parce que c'est quelque chose qu'on a déjà abordé dans d'autres chats. Mais surtout me concentrer sur le cerveau et la respiration crânienne.
Et donc, comme vous avez pu voir sur la vidéo, il y a un petit aperçu à un moment donné, d'ailleurs je pense que j'ai dû mettre des images en dessous de la page, du diaphragme crânien qui est donc formé des membranes qu'on appelle les membranes de tension réciproque, c'est-à-dire des prolongements des méninges, et c'est-à-dire la faux du cerveau, la tente du cervelet et la faux du cervelet. Donc on va revoir plus en détail après avec une vidéo encore en mouvement comme ça qui permet de comprendre facilement. Alors on peut constater qu'on peut agir sur la respiration pulmonaire, c'est-à-dire en faisant des exercices, un certain type de respiration, etc. On peut agir également sur la respiration pelvienne, mais on ne peut pas agir sur la respiration crânienne parce qu'elle c'est une respiration, on va dire, inconsciente, mais on a des techniques qui permettent de la percevoir. Elle se répercute dans tout le corps, toutes les cellules du corps, tous les organes. Ce n'est pas que les os, c'est aussi tous les tissus, tous les organes. Je expliquerai comment plus tard. Et donc, par l'écoute de ces respirations premières du cerveau, on peut savoir si un corps est en bonne santé ou pas, si un organe est en bonne santé ou pas. N'importe quel organe, n'importe quel tissu, n'importe quelle partie du corps, quand on fait une écoute de cette respiration crânienne, on peut savoir s'il y a un dysfonctionnement. Alors, les créateurs de cette magnifique méthode sont des êtres qui ont existé il y a 150-200 ans, donc ça date quand même de longtemps. C'est une méthode qui n'a pas été très bien vue ni reconnue partout, parce qu'elle faisait appel à l'ensemble de l'être, c'est-à-dire à l'aspect physique de l'être, mais aussi énergétique, et à la dimension d'âme et d'esprit. Donc c'est des personnes qui ont beaucoup recherché sur la dimension, ce qu'on appelle maintenant la dimension quantique, la dimension vibratoire, la dimension d'énergie, et qui ont créé cette méthode. Vous cliquez là sur le souffle de vie ostéopathie. Donc si quelqu'un ne voit pas, il me dit. Ou alors Jacques donne le lien souffle de vie ostéopathie. Ok, c'est fait. C'est fait. Alors là, vous voyez la tête de Andrew Taylor Still, premier, qui est né en 1817. Je vais dire quelques-unes de ses citations. Je trouve en l'homme un univers en miniature. Je trouve la matière, le mouvement et l'esprit. Il dit aussi que notre hébergement physique permet l'union de la matière et de l'esprit à l'aide de la conscience. Quand on a tout traité mécaniquement, on n'a encore rien traité. C'est quand on a tout traité mécaniquement que commence le vrai travail. Ce vrai travail est au-delà du traitement mécanique d'équilibration des tensions tissulaires et s'adresse à quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre est la conscience. Un des objectifs du modèle biodynamique de la science de l'ostéopathie est de percevoir la présence de la santé dans le patient. Ce quelque chose d'autre qui est présent, qui transcende et qui ne peut devenir malade ni mourir. Sa présence dans l'embryon fait que nous sommes tous unis au tout. Donc il cherche à voir dans l'être ce qui crée la santé, ce qui crée la vie, et de travailler avec cette énergie-là. Alors il dit aussi, le travail ne consiste pas à construire un endroit, un livre, un système, un dogme, une tradition. Dans une science comme l'ostéopathie, le travail consiste à faire découvrir quelque chose qui vit au cœur des hommes et des femmes, s'ils savent le trouver. L'être humain est une passerelle entre terre et ciel, entre la force créative et sa création,
Nous sommes enceintes de cette invisible manifestation de la vie. Nous la connaissions avant la naissance et nous l'avons oubliée. Nous avons à réapprendre la langue natale présente dans notre corps physique, nos pensées, notre âme et notre esprit. On voit que ces êtres avaient un branchement spirituel. À partir des sens humains, les vibrations sont transformées en signaux électriques et chimiques pour le cerveau. Les systèmes vestibulaires, auditifs, visuels et somatosensoriels du patient changent. Apprendre les manifestations de la vie avec nos sens est un challenge pour les perceptions. Le ressenti est un outil perceptuel bien utile à développer et apprivoiser. L'ostéopathie ne peut être évaluée que par un esprit clair et sans préjugés. Je dois vous dire que c'est une science quand même passionnante. C'est pour ça que je l'ai étudiée, même si actuellement on avance beaucoup dans la théorie quantique, dans la théorie du champ unifié. Il y a beaucoup d'informations actuellement données à ce sujet et des méthodes comme les méthodes quantiques, les méthodes de la machine quantique sont des méthodes de pointe pour des diagnostics et des guérisons. Mais on voit que ces êtres-là avaient déjà des notions de ces éléments, mais la science, la technique n'avait pas évolué à ce point. Alors, après Steele est venu Sutherland en 1873, donc vers les années 1900. Il a découvert que les os du crâne, malgré l'âge où normalement on dit que les os sont soudés, les os du crâne bougent. Chaque os a son mouvement, dit Sutherland, sa fonction, son rôle spécifique dans le fonctionnement du corps humain, dans sa totalité, physique, nerveux, endocrinien et énergétique, en résonance avec l'univers infini. Permettre à la fonction vitale interne de manifester sa puissance infaillible plutôt que d'appliquer une force aveugle venue de l'extérieur. Donc, c'est-à-dire agir dans la santé, pour soigner, parce que c'était quand même des médecins, en essayant de permettre au souffle de vie de se manifester et de circuler dans le corps en relation avec l'esprit et l'âme, plutôt que d'agir avec des éléments extérieurs. Il dit aussi, les vibrations sont présentes partout dans la nature, même dans ce qui paraît solide et dur, comme le bois, la pierre et le métal. La vibration d'une corde va entraîner une réponse vibratoire dans un autre corps. De la même façon, une membrane, il parle ici des membranes du crâne, qui sont reliées à toutes les membranes du corps. Une membrane va influencer une autre membrane à condition qu'elles soient toutes accordées dans la même tonalité. L'art de l'ostéopathie commence avec le neutre, la page blanche, le silence entre les notes, qui précède l'harmonie de la mélodie, amenant au calme dynamique. À partir de l'immobilité, les espaces deviennent des couleurs, le silence devient une harmonie, le silence entre les mots parle, l'ostéopathie développe la présence. Voilà, je trouve que ce sont des très belles paroles. On va aller maintenant sur la respiration crânienne. Donc, comment a fait Sutherland? Il avait vu que les os du crâne avaient des petites sutures et il se demandait toujours pourquoi ces sutures, et il a présupposé que ça venait d'un mouvement microscopique de l'ordre du micron de chaque os. Et pour démontrer son hypothèse, il s'est, envelopper la tête, serrer la tête à différents endroits. Donc il serrait la tête au niveau du frontal,
au niveau des pariétaux, au niveau des temporaux, occipital, etc. Et pour voir les résultats que ça créait sur le corps physique. Et il s'est créé pas mal de problèmes, en effet, rien qu'en serrant le crâne. Il s'est trouvé énormément toutes sortes de problèmes dans le corps, que ce soit des problèmes vasculaires, nerveux, respiratoires, des problèmes d'organes. Et c'est comme ça qu'ils ont pu, pendant des années, donc tout au long de sa vie, faire les relations entre les os et les organes et les différentes parties du corps. Alors, est-ce que tout le monde est bien sur la page respiration crânienne? Oui. Oui. Plutôt, est-ce que quelqu'un n'y est pas? Parce que ici, de toute façon, ce n'est qu'une musique et je vais voir si éventuellement il faudra parler. Donc, on va voir le crâne et plutôt le diaphragme crânien. Donc, c'est des petits montages que j'ai faits, c'est pas des vidéos publiques parce que j'ai pris des petits bouts à gauche à droite. Et à la fin, on verra la connexion entre le crâne et le sacrum. Voilà, on va mettre en route en même temps tous. Donc, vous voyez d'abord le nom de tous les os du crâne, différentes couleurs. Et là, vous voyez la tente du cervelet, la faux du cervelet, elle est en dessous, on ne la voit pas. Mais déjà, on voit que la faux est accrochée à l'avant à un os qu'on appelle l'ethmoïde, la cristagallie, et à l'arrière à l'occipital. Vous voyez bien bouger les os ici. Évidemment, le mouvement est amplifié puisque le mouvement est de l'ordre du micron. Ici, la cristagallie, l'ethmoïde, c'est un os en dentelle. Et à l'arrière, l'axe, la faux, est fixée sur l'occipital, l'os occipital. Là, vous avez chaque os du crâne. Ils n'y seront pas tous, mais pour donner une idée du mouvement de chaque os qui a été étudié. Et chaque os bouge autour de 3 axes. Un axe vertical, antérieur-postérieur et horizontal. Enfin, ça dépend de la position de l'axe. En gros, c'est ça. Ici, il rajoute chaque fois un os en plus. On a rajouté l'ethmoïde. Ici, on rajoute le nasal. Ici, c'est une vue d'ensemble du sphénoïde, occipital au fond, le nasal en vert, et devant en bleu l'ethmoïde. Et chaque os, par exemple l'ethmoïde, c'est ce qui règle le fonctionnement des yeux et du nez, le nasal aussi, mais l'ethmoïde est très important. Vous avez le maxillaire supérieur, le palatin aussi, qui est très important aussi. Tous sont importants en fait. Et le frontal, vous voyez son mouvement. Et les pariétaux. Voilà, une vue du dessous, on voit le palatin qu'on a vu tout à l'heure, les dents, le palais en fait. Le sphénoïde ici, là en haut, cette fois-ci. Et on revient aux membranes qu'on appelle les membranes de tension réciproque, qui sont en prolongement des méninges. Les méninges, je vous le rappelle, descendent le long de la moelle épinière jusqu'au sacrum. Et ici, ce sont les méninges, avec ici on a le cerveau, les hémisphères cérébraux qui bougent aussi.
Bon, là, ils ont mis un qui inspire et un qui expire en même temps, mais voilà. Et donc, c'est ainsi qu'on peut comprendre que la respiration du cerveau agit par l'intermédiaire du méninge et de la moelle épinière jusqu'au sacrum. Ici, il y a un petit balancement donc, qui va se faire du sacrum et de l'occipital en même temps, et donc du crâne. Voilà, je pense que c'est fini pour tout le monde. On peut descendre la page où on voit ici des captures d'écran ou des images qui représentent bien le diaphragme crânien. En dessous, vous avez encore les méninges, donc le diaphragme avec la faux et la tente. Et les méninges qui vont jusqu'au sacrum. Je ne pousse pas trop dans le scientifique parce qu'il y aurait énormément d'informations à donner. On ne peut pas résumer en 1 heure de temps 4 à 5 années dessus, donc voilà. Mais vous voyez tout en dessous, j'ai repris l'os occipital et le sphénoïde. Donc là, vous devez descendre la page. Et vous voyez le sphénoïde, il est d'ailleurs encore un peu plus bas. C'est un os que j'aime beaucoup parce qu'il a la forme d'un oiseau avec des grandes ailes. Et donc à l'inspire, il y a une partie qui s'élève, qui va en avant, il y a une partie qui descend. Je ne vais pas vous donner les détails, mais il est impressionnant et il est relié par la sphénobasilaire, donc au niveau du trou occipital, à l'occiput. Il y a plein de petits trous dans ces os, par où passent des artères, des veines et des nerfs, tous les nerfs crâniens. Et donc vous devinez, comme c'est la charnière entre le cou et la tête, que ces os, donc pour peu que vous ayez un petit blocage au niveau du sphénoïde, de l'occipital ou même des autres os du crâne, ça peut comprimer un nerf, une artère, etc. Bon. Le sphénoïde, il est important. Donc, sur ce qu'on appelle la selle turcique du sphénoïde, donc c'est sur sa base, il y a une coupe de l'os là, est introduite l'hypophyse. Et l'hypophyse a été considérée par les anciens comme la glande maîtresse du corps. Une glande qui est reliée à l'hypothalamus. Et donc, c'est des glandes très importantes qui règlent tout le système endocrinien. Bon, il y aura une planche plus tard peut-être où il faut cliquer sur l'hypophyse pour le voir. Mais, donc, tous les niveaux où intervient l'hypophyse parce qu'elle sécrète des hormones qui vont régulariser aussi bien au niveau du rein, au niveau des ovaires, au niveau des testicules chez les hommes et différents organes, je ne les ai pas en tête maintenant. On peut aller cliquer, tenez, on va aller vite cliquer sur, on va cliquer sur hypophyse. Le menu à droite, petit cours d'anatomie pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais il y a sûrement beaucoup de gens ici. Il y a des médecins, il y a même ostéopathes, donc ils connaissent. Donc on va cliquer sur l'hypophyse. S'il veut bien marcher. Ah oui. Tout marche. Tout marche. Donc il faut aller à la 3e ou 4e image et on voit que ça règle la diurèse pour l'accouchement parce qu'elle sécrète l'ocytocine. Bon, la lactation, les œstrogènes, les progestogènes, la testostérone, la thyroïde, donc la thyroïdine, les corticostéroïdes, les surrénales, la formation des os.
Donc cet os que vous voyez, c'est très bien cette planche parce qu'on voit toutes les sécrétions endocriniennes et on voit à gauche où est située l'hypophyse, dans la selle turcique du sphénoïde. Et donc on peut voir comment cette glande très précieuse est protégée au sein de la selle turcique. Elle est complètement enveloppée dans l'os. Et donc les mouvements crâniens vont activer l'hypophyse. S'il y a un ralentissement crânien, il va y avoir un ralentissement de l'hypophyse. Idem pour l'hypothalamus. C'est juste pour donner une petite notion, mais c'est la même chose pour tous les autres. Mais qu'on ne va pas voir parce que c'est pas vraiment le but de l'opération ce soir. Bon, je suis désolée, je vois qu'on m'envoie des messages un petit peu partout, mais je ne peux pas les lire parce que je suis en train de regarder en même temps. Il vaut mieux envoyer les messages à Jacques s'il y a des choses à dire, parce que j'essaye de suivre en même temps les images. Donc là, on a vu jusqu'à présent que le crâne respire, qu'il y a un diaphragme crânien, que ce diaphragme agit sur tous les os du crâne qui vont agir sur tous les nerfs, les vaisseaux, les artères, les nerfs, les membranes, parce que toutes les parties du corps sont reliées entre elles par des membranes qu'on appelle les fascias. Les fascias relient toutes les parties du corps, aussi bien le sommet de la tête que le bout du doigt de pied. Ce qui fait que si vous faites un choc sur le doigt de pied, vous pouvez 3 semaines après ou 3 ans après avoir une migraine. Et tout simplement par des lésions successives. Donc il y a la lésion première qui sera au niveau du gros orteil. Et après ça va se répercuter sur le cuboïde, sur le péroné, etc. Et toutes les membranes jusqu'au sommet de la tête. Et vous allez vous dire, oh, j'ai mal à la tête, pourquoi? Et ce ne sera pas le cachet d'aspirine qui va solutionner quelque chose. Il suffit dans ce cas de repasser le cuboïde ou une phalange et le mal de tête disparaît. Alors, après la respiration crânienne, on va cliquer sur le liquide céphalorachidien. Alors, le liquide céphalorachidien, on l'appelle en ostéopathie le liquide d'or, ce qui est très précieux. C'est lui qui va régénérer le corps en ostéopathie. Alors, pourquoi on parle du liquide céphalorachidien? C'est parce que c'est lui qui met en mouvement les membranes de tension réciproque, c'est-à-dire la faux du cerveau, la tente du cervelet et la faux du cervelet, et qui va mettre en mouvement les os du crâne, et qui va mettre en mouvement tout l'organisme. Donc, on va voir où il est produit, le liquide céphalorachidien, son rôle et où il circule. Et pour ça, on va regarder la première vidéo, mais attendez, ne cliquez pas encore la première vidéo. En fait, il y a 2 vidéos qui se suivent. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde suit? Oui, oui. Ok. Il y a une première vidéo qui est appelée le liquide d'or et une deuxième vidéo qui est appelée circulation du LCR dans le cerveau. C'est des montages que j'ai faits. Et donc, le liquide céphalorachidien ou liquide d'or, vous allez le voir. Je ne vous dis rien, vous allez le découvrir par vous-même. Pour la deuxième vidéo, on va cliquer seulement pour la mettre en route, mais on ne va pas écouter le son. Et la première vidéo, on va écouter le son. On les met en route toutes les deux en même temps. Et est-ce que tout le monde a bien la vidéo ou bien est-ce que je mets en route le son? Je demande plutôt les gens pour qui ça ne va pas. Donc, pour préciser, Françoise, on met en route la vidéo LCR, le liquide céphalorachidien. Alors, pour préciser, on met en route les 2 vidéos en même temps. On les regarde toutes les 2 en même temps. Comme ça, on ne trouvera pas le temps long.
Et on met le son seulement sur la première, LCR, le liquide céphalorachidien ou liquide bord. On met le son seulement là, d'accord? Vous avez compris? Oui. Oui, ok. On la met en route. Le liquide céphalorachidien, appelé également liquide cérébrospinal, est le liquide dans lequel il baigne le système nerveux central, encéphale et moelle épinière. Il en assure ainsi la protection contre les chocs et les secousses mécaniques. Il joue un rôle important dans la régulation de la pression intracrânienne. Il participe aux processus métaboliques cérébraux en régulant les échanges de substances et assure bien d'autres fonctions. Le LCR circule dans deux compartiments différents. Un compartiment intra-encéphalique fait de cavités épandymères ou ventricules. Et un compartiment extra-encéphalique qui correspond aux espaces sous-arachnoïdiens. Le LCR est sécrété au niveau des plexus choroïdes, des amas de vaisseaux sanguins capillaires situés au niveau du système ventriculaire. Le LCR va sortir au niveau du quatrième ventricule à travers le trou de Magendie pour occuper les espaces sous-arachnoïdiens entre la primaire et l'arachnoïde. Le LCR est alors résorbé au sommet du crâne, au niveau des granulations arachnoïdiennes de Pacuni. Voilà, je suppose que tout le monde a terminé. Alors, donc là, on a très bien vu. Je trouve que cette vidéo, j'ai fait des petits montages, mais la base est très bien faite. On voit très bien le liquide céphalorachidien, où il est créé, donc au niveau des ventricules, au niveau du plexus choroïde. Donc, il est à l'intérieur, au niveau du système nerveux central.
et il va englober tous les hémisphères cérébraux et le cervelet. Et après, il va descendre toute la moitié lumière, il va descendre jusqu'au sacrum. Ouais, comme on a vu dans la vidéo tout à l'heure, les mouvements du diaphragme crânien, donc du cerveau, qui se répercutent jusqu'au sacrum. Alors, on devine les effets qui sont souvent méconnus de cette respiration crânienne et comment la détecter. Elle permet de déterminer des lésions, on appelle ça en ostéopathie des lésions ostéopathiques, des dysfonctionnements qu'il y a dans l'organisme, que ce soit au cerveau, que ce soit n'importe quelle partie de l'organisme. Alors jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, pourquoi le liquide céphalorachidien, pourquoi il provoque ces mouvements des membranes du crâne? On descend la page et on va arriver à cette vidéo qui s'appelle les cellules de la névroglie. En fait, vous allez voir qu'au niveau du système nerveux central, il y a les neurones et il y a les gliocytes. Et les neurones sont évidemment des neurotransmetteurs, transmettent les informations. Et les gliocytes vont avoir un rôle à la fois d'enveloppe, de protection, mais aussi ils fournissent les éléments essentiels pour la maintenance des neurones et de tout le système nerveux central. Et ces cellules de la névroglie, vous voyez à deux images, là, deux grandes images. Il y en a 4 sortes, donc vous allez voir dans la vidéo, et on va en voir plus spécialement 2, et surtout une, celle où vous voyez les cils vibratiles. Et l'ostéopathie dit que le liquide d'or, le liquide céphalorachidien, a un mouvement qu'il répercute dans tout le corps qui est en relation avec le mouvement cosmique, le cosmos. C'est un petit peu comme la marée. Bon, la marée c'est la lune, mais disons, ces cellules pulsent comme celle, l'astérocycle que vous allez voir dans la vidéo, et celle qui est ici au-dessus, qui a des cils vibratiques, donc vont créer un mouvement du liquide céphalorachidien qui va agir sur la faute du cerveau, la tente du cervelet, etc., pour créer tout ce mouvement crânien. On regarde la vidéo ensemble. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'entendent pas la vidéo? Je mettrai le son. Qui nous dit me concentre. Donc tout le monde, on la met en route ensemble. J'ai mis une musique un peu rapide pour ne pas nous endormir. C'est une vidéo qui va durer 2 minutes où on voit très bien la névroglie et les 4 types de cellules parce qu'elles peuvent se reproduire contrairement aux neurones. Et vous avez les épondymocytes qui ont un mouvement qui ressemble très fort au mouvement de la respiration crânienne. Donc on en déduit
qu'il est à l'origine du mouvement respiratoire crânien. Alors, pourquoi j'arrive à la pinéale ici? Et là, je dois vous avouer que c'est quelque chose que j'ai découvert en même temps que j'ai fait le site. C'est que la pinéale est située exactement à l'endroit où se crée le liquide céphalorachidien. Alors ça, on ne l'apprend pas à l'école. En tout cas, moi, je l'ai vu dans aucun livre. Mais on sait que la pinéale, on va la voir bientôt, règle les rythmes du corps, et donc on va voir comment elle est composée, et elle peut recevoir des informations à la fois du soleil, de la lune, mais aussi du cosmos, et donc elle peut envoyer ce rythme aux gliocytes du système nerveux central qui vont mettre en mouvement le liquide céphalorachidien qui va l'envoyer aux membranes du cerveau, aux tensions réciproques, au diaphragme du cerveau, et qui va les répercuter dans tout le corps. Et c'est pour ça que quand vous faites, en général, si l'ostéopathe est bon, que vous avez fait une séance d'ostéopathie, vous vous sentez en harmonie avec le cosmos, vous vous sentez super bien, et vous avez même parfois l'impression de planer. Et c'est parce que le liquide céphalorachidien a régularisé, réharmonisé le corps, mais il a fait respirer le corps en résonance, en synchronicité avec la respiration cosmique. Alors ça, c'est quelque chose qu'on nous disait au cours, on l'a ressenti nous-mêmes, on l'a ressenti quand on donne des séances, on voit comment les personnes réagissent, et on l'a ressenti soi-même. Mais là, j'ai découvert, donc en faisant le site, que c'était fort probable que ce soit la pinéale qui induise ce mouvement rythmique. Alors voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Ou on continue la petite histoire? J'espère que vous n'êtes pas endormis. Non, non, c'est très intéressant. D'accord, merci. Alors, on va aller au lien suivant qui s'appelle les causes de dysfonctionnement et normalisation. Oui, en fait non, on va pas aller sur celui-là parce qu'il est un peu compliqué. Pas compliqué, mais on n'a pas trop le temps. On va aller à écoute crânienne. Donc c'est le suivant, écoute crânienne. Donc j'ai mis le lien en bas dans le chat. Et vous voyez cette image qui est l'image de fond que j'aime beaucoup. Hein. Je trouve qu'elle apaise, elle fait beaucoup de bien. Et sur cette image, je vais vous raconter juste quelques expériences qui montrent les différentes raisons qui peuvent être les causes de dysfonctionnement du mouvement respiratoire primaire. Donc on va, peut-être pour les personnes qui sont arrivées plus tard, je ne sais pas si elles ont entendu, mais le mouvement respiratoire primaire, on peut le tester aussi bien au niveau des organes, des tissus, de toutes les parties du corps. On va sentir si cette partie du corps un inspire correct, expire correct. Et on va régulariser comment? Alors, je vous donne un exemple qui est très simplifié, mais si vous recevez un choc sur une épine dorsale, alors là, pour avoir un choc juste sur une épine dorsale, c'est très rare, mais on va imaginer que l'épine dorsale reçoit un choc par la droite, donc le choc est de droite vers la gauche, et donc que la vertèbre se met en rotation droite.
suppose que tout le monde connaît comment est tissée une vertèbre. Alors, qu'est-ce que va faire un chiropracteur? Le chiropracteur, il y a une première lésion qui est la vertèbre est en rotation droite suite à un choc traumatique. Le chiropracteur va remettre, il va prendre l'épine dorsale, bon, il va travailler les tissus, etc. Et il va remettre la vertèbre dans son axe, c'est-à-dire qu'il va ajouter une deuxième lésion à la première. Donc, quand une personne qui a été chez un chiropracteur va après chez un ostéopathe, c'est la galère. Parce que, qu'est-ce que va faire l'ostéopathe? Selon les théories fondées par ses créateurs il y a 200 ans, 150 ans, qu'ils ont découvert que cette méthode, il va écouter la vertèbre. Il va, avec les doigts, sentir le mouvement. Il va sentir que la vertèbre, l'épine dorsale, part vers la gauche, puisqu'elle a reçu un choc de la droite. Donc, il va aller dans le sens de la lésion jusqu'à ce qu'on appelle le point neutre de tension, c'est-à-dire un point où il n'y a plus de tension, un point neutre. Il va laisser les tissus se déprogrammer entre 30 à 90 secondes, le temps que les tissus se déprogramment, et la vertèbre va revenir d'elle-même dans son axe. C'est-à-dire qu'il n'aura rien fait, il n'aura pas agi, fait une deuxième lésion. Il aura simplement été dans le sens du problème, attendre une déprogrammation, et le corps va de lui-même se remettre à sa place initiale. Ça, c'est très important à savoir parce que c'est le principe de base de l'ostéopathie. Et vous voyez que là, la lésion a disparu et il n'y a pas une deuxième lésion comme en chiropratie. Normalement, on se fait plusieurs lésions en même temps, on n'en fait pas plus. Donc ça, c'est l'exemple traumatique, on va dire. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui sont largués? À part Philippe. Ça va, merci. Merci. Ok, d'accord. Là, je vais donner des exemples de causes qui peuvent dérégler le mouvement respiratoire primaire. Il y a des causes karmiques, il y a des causes énergétiques, traumatiques, comme ce qu'on vient de voir. Il y a des causes psychiques, émotionnelles, psychiques, mentales et spirituelles aussi. On peut avoir des problèmes sur différents corps spirituels et qui se répercutent sur le MRP, mouvement respiratoire premier, celui du crâne. Un petit exemple du karmique, donc je vais le faire court. Personne vient pour une entorse. Moi je capte que ça vient d'un problème karmique relié à sa famille, à son père. On me dit je vois pas quoi. Mais au moment où on arrive au point neutre de tension où il y a la déprogrammation tissulaire, la personne se souvient. Elle dit ah oui, avant de tomber, de me faire l'entorse, mon père m'a appelé pour que j'aille avec lui en Algérie. Et en effet, il s'est fait un karma pendant la guerre d'Algérie. Il était aviateur, il a dû mitrailler des villages. Et en effet, on a dû faire transférer des âmes, des enfants même, et des femmes. Et lorsqu'on a terminé de transférer ces âmes, parce qu'elle, de devoir accompagner son père en Algérie, elle se mettait sur le circuit de l'Algérie, et du coup, le karma de son père apparaissait, et toutes ces âmes arrivaient sur elle. Et donc, on a transféré ces âmes, et après, son pied qui avait doublé de volume était redevenu normal. Ça, c'est le karmique, on va dire. Il y a beaucoup d'autres cas karmiques. Une raison émotionnelle, psychique, traumatique en même temps.
une dame vient, elle a une quarantaine d'années, elle a très mal à la tête, elle n'arrive plus à manger tellement son estomac est coincé. Tout de suite à l'écoute crânienne, on voit un choc traumatique sur la droite, sur le temporal pariétal droit, tout de suite par l'écoute crânienne, en quelques secondes. Alors, mais je lui dis, vous avez un choc traumatique. Oh, non, pas du tout. Ah, non, pas du tout. Donc, on travaille un petit peu sur tout le corps. Et puis, en arrivant à un point neutre de tension sur le pariétal temporal, la mémoire de la personne revient parce qu'on est au moment de la déprogrammation. Elle dit, ah oui, quand j'avais 18 ans, je suis tombée en moto sur la droite, je n'avais pas mon casque. Ah mais voilà, c'était la cause. Mais c'était pas suffisant. Le problème au niveau du sternum, du plexus, etc., des fascias à ce niveau-là, n'était pas solutionné. Je dis, il y a un problème émotionnel qui s'est relié à ça. Alors elle s'est mise à pleurer, elle dit oui, j'étais enceinte quand je suis tombée en moto et personne ne savait que j'étais enceinte. Alors vous imaginez, le problème c'était 18 ans à 45 ans, donc je fais le calcul, enfin ça fait presque 20 ans. Après, tout était coincé dans son système. Et en décoinçant ça, je suis par après, donc elle m'a écrit que tout était solutionné, ses problèmes, etc. Et donc vous voyez un des exemples d'ostéopathie au niveau émotionnel, etc. L'autre exemple qu'on pourrait citer au niveau énergétique, c'était récent. Une personne vient pour des problèmes, je crois, à la tête, au cou, toutes sortes de choses. Et tout de suite, on capte, le crâne était complètement bloqué. Alors là, elle ne respirait plus. Je me demandais comment la personne était encore debout. Enfin non, on peut encore être debout avec un crâne qui ne respire pas. Et j'essaye diverses choses, je ne trouve pas. Jusqu'au moment où je mettais les mains sur la tête, tout ce qui attaquait la personne arrivait sur moi. Alors je dis, bon là j'ai pas envie que ça arrive sur moi. Donc je m'écarte, je regarde ce qui se passe et je vois qu'il y avait un petit extraterrestre en haut à gauche de la personne avec une tête triangulaire et qui était là et qui empêchait de passer. Qui faisait blocage, on va dire, parce que c'est pas vraiment ces petits extraterrestres qui aident les êtres à passer, mais qui faisaient blocage. Alors, je regarde, elle me dit qu'est-ce qu'on va faire? Alors on parle avec la personne et je me dis la seule chose c'est écouter qu'est-ce qu'il a à nous dire. Et en fait, ce qu'il avait à nous dire, ce qu'il dit, c'est que il n'était pas considéré pour ce qu'il faisait réellement, qu'il était considéré comme un être néfaste, nocif, mais qu'en fait, il avait son rôle. Alors on a considéré qu'en fait, il avait raison. On a chacun notre rôle ici, sur cette terre, qui est quand même très souvent une prison. Quand on regarde ce qui se passe autour de nous, hein, on a encore parlé tout à l'heure au début du chat, et peut-être que lui, s'il fait des implants, s'il va rechercher des morceaux de tissu pour faire des expériences chez les humains, c'est certainement un rôle qu'il a à jouer parmi toute la hiérarchie des êtres sur ce plan et d'autres plans. Alors une fois qu'on a compris ça, qu'on a accepté, qu'on lui a dit ok, on accepte, on comprend, alors c'était incroyable, il y a une lumière qui est arrivée de la tête de la personne et qui est retournée à l'extraterrestre, qui est devenu tout lumineux et qui est parti content. Et donc quand je suis retournée à la tête, alors c'était surprenant, le crâne respirait comme le crâne d'un bébé, d'un enfant. Je pense encore à un autre exemple qui est très intéressant à communiquer, qui est l'exemple de lésions que l'on peut avoir suite
suite à une naissance difficile ou un problème intracrânien ou autre dans le ventre de la mère. C'est une petite histoire. Donc, lorsque je faisais mes études d'ostéopathie, il y avait un monsieur qui était steward à Air France et qui faisait les études comme moi. Et donc, j'étais tout étonnée. Je lui dis, mais pourquoi vous faites l'ostéopathie? Alors, il m'explique sa petite histoire. Il a un petit garçon qui, à la naissance, avait un pied, ce qu'on appelle un pied beau, c'est-à-dire le talon, donc le calcanéum, qui était complètement déplacé. Bon, on ne va pas dire la lésion qu'il avait, mais il était complètement déplacé sur le côté, donc l'enfant ne pourrait jamais, dans ces conditions, poser son pied correctement. Donc ils ont fait tous les médecins spécialistes de la région de France. Et ils sont aboutis un jour dans une clinique d'ostéopathie. Et donc ils étaient 3 ostéopathes, un à la tête, au crâne, un au sacrum et un au pied. Donc ils ont détecté des lésions intracrâniennes, donc faites par compression du crâne lorsque le bébé était dans le ventre de sa mère. Et en 2 heures de temps, le pied est revenu, le calcanéum est revenu dans l'axe. Alors bien sûr tout le monde pleurait, le père, la mère, enfin tout le monde était très très ému. Ça semblait miraculeux, mais c'était donc que l'origine venait de lésions intracrâniennes. Et ce jour-là, ce garçon a décidé d'étudier l'ostéopathie et actuellement il est ostéopathe. Arrêtez mes témoignages, mais je pense que c'est des exemples qui montrent quand même que tout est possible et que en ostéopathie, ce qu'on a constaté, c'est que quand un corps est rééquilibré, alors c'est très difficile de rééquilibrer complètement tout un corps, mais déjà lorsqu'on arrive à rééquilibrer et synchroniser les 3 diaphragmes, la connexion avec l'esprit supérieur peut se faire plus facilement. Et synchronisation, ça s'appelle synchronisation cette conférence, mais je n'en ai pas encore parlé. La synchronisation des 3 diaphragmes, c'est quelque chose qu'on essaye de faire dans chaque séance d'ostéopathie, qu'on va essayer nous de faire tout à l'heure, qui n'est pas facile parce qu'il y a une première lésion qu'on enlève, mais après il y en a une deuxième en dessous, puis une troisième en dessous, qui peut avoir des causes, comme j'ai dit, très très lointaines. Mais en fin de séance d'ostéopathie, quand on a libéré des tensions au niveau crânien et au niveau des fascias du corps, on accorde la respiration pulmonaire et la respiration pelvienne du sacrum à la respiration crânienne. C'est pas à la respiration crânienne qu'on accorde à la respiration pulmonaire. Pas du tout. On doit accorder la respiration pulmonaire à la respiration du MRP, du mouvement cosmique qu'on retrouve dans le liquide céphalorachidien et qu'on retrouve dans les membranes du cerveau, grâce à la pinéale, grâce à ces structures incomparables du cerveau. Alors, on va passer à la pinéale, mais c'est sûr que nous sommes des êtres bridés. Nous sommes des êtres bridés depuis des milliers d'années, des millions d'années. Et ce qui se passe actuellement dans cette période de révélation, on va dire, c'est qu'on sait que l'on peut retrouver notre ADN par différentes méthodes, et notamment en agissant sur la pinéale, parce qu'on a perdu beaucoup de fonctions de notre ADN.
Et on a la capacité dans cette période de l'univers, de la vie de la Terre, de reconstruire ces éléments-là. Alors, voilà. Ici, on va cliquer là sur pinéal, donc c'est en dessous de l'hypophyse, ou alors pinéal et épiphyse, là, pinéal. Je regarde l'heure parce que oui, je pense qu'on a encore un petit peu de temps. Donc tout le monde est bien sur la page de la pinéale où on voit le crâne qui tourne. Ouais. Oui. Alors pendant que j'ai dit 2-3 mots sur la pinéale, vous cliquez sur activation de la glande pinéale. Là, attendez, je pense que c'est juste. Oui, mais simplement pour avoir l'image et vous mettez, soit vous enlevez le son, soit vous le mettez très très bas. D'accord ? Mais comme ça, vous avez l'image, je trouve qu'elle est intéressante, pendant que je vais lire quelques notions de la pinéale. Alors, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, qui est très important, c'est que la pinéale est le seul endroit du corps considéré en ostéopathie qui ne bouge pas. Il se trouve à l'intersection des membranes de la faux et du cerveau et de la tente du cervelet, la faux du cervelet. Et c'est le seul endroit qui est immobile de la tête et même du corps entier. Alors on dit que le lac tranquille peut recevoir la conscience, et donc il y a quand même beaucoup de philosophes qui disent que la pinéale peut recevoir la conscience. En tout cas, certains disent l'âme, certains disent la conscience. Or, on n'a aucune preuve de rien que de ce qu'on peut ressentir intérieurement. Je peux dire qu'intérieurement, quand je fais le travail sur la pinéale et le mouvement respiratoire primaire, il y a une lumière bleue qui rentre dans le crâne. Donc, on va faire l'expérience tout à l'heure. Donc, on ne s'attardera pas sur l'aspect sérotonine, mélatonine de la pinéale parce que on en a déjà parlé à plusieurs conférences. Bon, les rythmes, bon, on voit quand même que pour la mélatonine, c'est entre 21h et 7h30 du matin qu'elle se sécrète, et surtout quand on est dans l'obscurité. La mélatonine étant une transformation de la sérotonine, et la sérotonine se sécrétant essentiellement la journée, donc à la lumière naturelle. Et on dit qu'il faut un minimum de 20 minutes à 2 heures de soleil par jour pour la libération de la sérotonine. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais juste lire. Volhard a découvert que la pinéale était un organe sensoriel qui convertissait l'onde magnétique en neurochimie. Capteur des ondes provenant de l'univers, elle coordonne nos biorhythmes avec les fréquences provenant des planètes. Pour ceux qui traduisent, je lis le texte, donc vous avez le texte, la page qui est donnée. C'est l'unique organe du corps qui soit lié à l'espace-temps ou la 4e dimension. Les scientifiques ont constaté qu'à l'image d'une antenne, la glande pinéale était capable de capter des champs électromagnétiques, non seulement de cette dimension dans laquelle nous vivons, et la 3e, mais aussi des autres dimensions de l'univers, permettant ainsi d'accéder aux champs spirituels et subtils. Ici, vous voyez la formation de cristaux d'apatite au niveau de la pinéale. Donc, plus un être est branché, plus il est spirituel, plus il est médium et télépathe, plus il se forme, et donc ils ont fait des analyses, plus il y a formation de cristaux d'apatite au niveau de la pinéale. Alors je lis, d'après la théorie des supercordes, dans le cadre de la physique quantique, il n'existerait pas moins de 11 dimensions différentes dans l'univers, et une communication entre elles serait possible. D'ailleurs, Newton nous a parlé de 12 dimensions.
En d'autres termes, la glande pinéale serait capable de détecter les dimensions invisibles aux yeux ordinaires, et ce petit radar serait lié aux phénomènes tels que la clairvoyance, télépathie et capacité d'entrer en contact avec d'autres dimensions. Elle est située dans le lieu cristal du cerveau. D'ailleurs, à l'avant, là, ça s'appelle la cristal galli. Donc, toute cette partie du cerveau est appelée la zone cristal. Et c'est là qu'est produit le liquide céphalorachidien. C'est là qu'est situé le diaphragme crânien. Donc, on peut bien faire la déduction que tous ces systèmes sont extrêmement reliés l'un à l'autre. Descartes désigna la glande pinéale comme le ciel de l'âme. La mythologie védique du yoga, la glande pinéale est associée tantôt au chakra ajna, tantôt au sahasrara, donc chakra de la couronne. Et c'est d'ailleurs la seule glande du corps qui est reliée à 2 chakras. Donc pour le troisième œil, tout le monde connaît. Pour Paul Foster-Case, la glande pinéale est la montagne de la Bible où se fait la communication avec le Très-Haut. Exotériquement, Moïse reçoit les fables de la loi sur la montagne. D'un point de vue ésotérique, cette montagne n'est que le siège de la glande pinéale. Vous verrez là après, si ça vous intéresse, des liens, les cristaux de la glande pinéale nous connectent à l'au-delà. Ils sont très intéressants. Illumination du corps de lumière. Alors dans la Bible, la lumière du corps est l'œil. Si ton œil est unique, ton corps sera rempli de lumière. Il ne parle pas des yeux ici, mais de l'œil. Celui qui est repris dans la culture des croyances bouddhiques et donc la glande pinéale. Descartes dit que la pinéale est organe ressenti de l'union du corps, de l'âme. La petite glande va permettre les rapports entre l'âme et le corps. Donc déjà Descartes disait ça. Organe unificateur, c'est l'unique organe du corps senti, de la conscience que nous sommes unis à notre corps et que nous sommes une âme en même temps. C'est le seul organe dans le cerveau qui est unique, l'atome flottant au milieu de l'esprit. Bon, ce sont des notions intéressantes, hein. On ne dit pas que tout ça est exact, mais si on a des résonances avec tout ça, je sais que moi personnellement j'en ai. Alors, la page 2, en cliquant en dessous, vous voyez page 1, page 2. Si vous n'êtes pas en dessous, vous voyez en haut, purification, activation. La pinéale, l'épiphyse, donc en haut à droite. Et si on descend, on voit que les anciens, donc que ce soit les Égyptiens, les Mésopotamiens, etc., on voit que les dessins qu'ils reproduisent, vous voyez la pinéale, puis des rayons qui émanent de la pinéale ou des rayons captés par la pinéale. Bon, je ne vois plus les autres, j'avais d'autres images qui montrent bien les relations que les anciens avaient avec la pinéale et la spiritualité. Franz, une question. L'image d'un cristaux d'apatite au niveau de la pinéale, ça c'est réellement un cristaux qui est trouvé à l'intérieur du cerveau? Oui, à l'intérieur de la pinéale. Ce sont, donc quand ils ont découvert ces cristaux d'apatite, et ils sont beaucoup plus nombreux si la personne a été est très télépathe. Ou je pense que c'est avec des IRM, attendez, avec des IRM, les méthodes pour faire des images de l'intérieur du cerveau. La première image des cristaux, évidemment, ce n'est pas le cerveau, mais la deuxième bien. Vous voyez que c'est une image faite avec un IRM. Alors,
Ici, je ne vais pas les lire, mais on voit dans quelles circonstances la pinéale peut se calcifier, s'intoxiquer, hein, se remplir de toxines et ne plus fonctionner normalement. Et comment on peut la détoxiquer. Donc ça commence d'abord comment la détoxication, c'est important. Vous pouvez lire ça après, comment la détoxiquer. On va passer à l'exercice, mais vous voyez que ces informations sont intéressantes parce qu'elles permettent de savoir comment se purifier la pinéale, ce qui est extrêmement important pour retrouver toutes nos capacités télépathiques, tout le pouvoir de notre ADN, ainsi que notre rythme intérieur, le rythme du mouvement respiratoire primaire, que je rappelle existe à partir du 3e mois du fœtus, donc elle existe bien avant la respiration pulmonaire, et elle s'arrête au moins 5 heures après la mort. Je sais que pour maman, quand elle est décédée, j'ai testé sa respiration première, donc celle du cerveau. Elle continue encore à fonctionner alors que le cœur et la respiration pulmonaire s'étaient arrêtés, alors qu'elle était en mort clinique. Alors, ceci sont les informations de l'ostéopathie, et plus rajouter la pinéale. Ce n'est pas évidemment tout, ça n'explique pas tout, mais ça aide quand même, ça explique beaucoup de choses. Et là, on va essayer, pour ceux qui le veulent, de faire ce petit exercice d'écoute de la respiration primaire, donc première. Avant ça, oui, j'avais prévu, vous avez au début de la 2e page de la pinéale, est-ce que tout le monde l'a? Il y a une première vidéo qui s'appelle Pineal Sound. On va la mettre en route. C'est pour un petit peu activer cette partie du cerveau. On se met assis confortablement. Et pendant que cette vidéo va passer, on n'a pas encore cliqué dessus, on va respirer un peu la respiration du prana yoga, là. C'est-à-dire on bouche une narine, on inspire par une narine jusqu'au sommet de la tête. Après on bouche l'autre narine, on expire jusqu'au pied. On inspire, on a déjà fait ça à notre chat. Donc on inspire par une narine, expirez par l'autre, inspirez par la même et expirez par l'autre, en se bouchant chaque fois une narine. Et ça, c'est pour rééquilibrer les membranes du cerveau, les membranes de tension des épaules. C'est pour les rééquilibrer, pour que le mouvement se fasse bien dans l'axe. On utilise cette méthode, elle est très bonne. On peut également influencer le parasympathique, l'orthosympathique en réglant justement la respiration et les membranes du cerveau. Cette respiration le temps de la vidéo et après je vous explique ce que c'est.
Donc on vient sentir le contact avec le sol, la terre, des pieds avec la terre. Sentir la racine de notre être, notre racine, plus longtemps, qui va très loin dans le sol, et mettre un contrôle sous les pieds. Donc on peut penser aussi qu'il y a des gens qui sont sur le monde virtuel, qu'on est organisé en système de réseau, on a chacun notre ordinateur, qui peut nous servir pour broyer les énergies. Et en même temps pour contrôler des systèmes qui seraient un peu trop explosifs ou destructeurs. C'est pour ça d'ailleurs que les mondes virtuels sont créés. Alors, avec les mains, donc on va approcher les mains, les paumes des mains l'une proche de l'autre, à distance de 5-10 cm, pour sentir le rayonnement des mains. Sentir aussi que finalement nos mains, ce n'est pas du physique dur, c'est aussi de l'énergie, c'est aussi des atomes formés d'électrons, et les électrons sont en mouvement autour du noyau de l'atome. Et vous pouvez capter les mouvements des électrons. Et ce qui fait qu'un corps est dur, c'est que les électrons se repoussent. Donc nous sommes ici dans un monde d'électrons. Plus petit encore que les électrons, hein? Ou alors des quantum. Voilà, on peut imaginer qu'on est au niveau des quantums qui communiquent d'une main à l'autre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à écouter avec les doigts. On a l'habitude d'agir avec les mains, de faire, créer des choses, faire des choses. Mais là, on va les mettre dans le mode réception, réceptif. Les mains reçoivent l'information, de même que la tête, le cerveau, la pinéale reçoit l'information. Ici, on va transmettre ce pouvoir de réception des informations par la main, les doigts. Les doigts reçoivent l'information. Et les doigts, en ostéopathie, et les mains vont devenir des amplificateurs du mouvement. Parce qu'on va tester un mouvement qui est de l'ordre du micro, donc pas du tout perceptible par des appareils médicaux ordinaires, mais bien par les appareils quantiques. Le mouvement respiratoire du cerveau est perçu par les appareils quantiques. Petit à petit, on rentre dans ce monde de l'atome, des électrons, dans ce monde quantique. Et on va poser les doigts, les paumes des mains, mais surtout les doigts, le bout des doigts sur le frontal, donc sur le front. Alors, j'ai dit poser, c'est-à-dire que c'est une pression, même pas d'un gramme, non, un gramme c'est déjà beaucoup trop. C'est simplement déposer très très légèrement. Voilà, on pose sur le front, donc les 10 doigts,
Et on va sentir un mouvement, c'est-à-dire on va aller dans le sens d'un mouvement que l'on ressent dans les doigts. Alors, il ne faut pas agir avec le mental, il faut penser à rien. Il faut juste laisser les doigts recevoir l'information. Ce qui fait qu'au début, on ne va rien sentir. Après, petit à petit, on va commencer à sentir un mouvement. Après, on va recevoir une information lumineuse. Après, on peut recevoir une information codée. Toutes sortes d'informations. Et ça demande une certaine pratique. C'est comme l'axe interne du corps, le faisceau, au début, on ne le sent pas. Il faut parfois plusieurs mois ou parfois plusieurs années pour dire « Ah, là maintenant, je le sens, je le vois ». Pareil pour ici. Et vous me direz tout à l'heure, enfin peut-être on le partage une autre fois, mais si vous pouvez sentir quelque chose. On va maintenant poser les mains, la paume d'une main, les mains l'une sur l'autre au niveau du sternum, parce que là, ça va être plus compliqué. Parce qu'au niveau du sternum, on a les deux respirations qui sont très visibles. Enfin, la respiration pulmonaire est visible. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter la respiration pulmonaire au niveau du sternum. Et on va, avec la même sensibilité, on va sentir le sternum qui monte et qui descend. Alors, le frontal, c'était pareil, il monte et il descend. Mais en fait, il y a trois mouvements, hein, puisque c'est selon trois axes que le corps bouge. Mais on prend un seul axe, hein, on prend haut ou bas pour simplifier. Bon, respirez quand même quand vous voulez. Hein, mais... De temps en temps, vous arrêtez de respirer et pour bien sentir la respiration du cerveau qui arrive jusqu'au sternum. Et au moment où vous l'avez bien senti, au moment où il monte, vous inspirez au niveau pulmonaire. Et vous observez ce qui se passe. Normalement, à ce moment-là, vous sentez une libération parce qu'il y a une résonance, un accord qui se fait entre la respiration primaire, on va dire, première, et la respiration secondaire des poumons. Et vous allez avoir une respiration pulmonaire qui va s'amplifier spontanément. Il n'y aura pas besoin de faire d'efforts, elle va s'amplifier naturellement. Mais elle va s'accorder à la respiration primaire. Et donc là, on va au niveau du sacrum. Donc pour le sacrum, vous mettez les deux mains derrière le dos. Le dos des mains, n'a pas la paume cette fois-ci, sur le sacrum. Et la même chose qu'au niveau du sternum. Vous allez avoir le sacrum qui monte à l'inspire et qui descend à l'expire. Ici, c'est moins proche des poumons, donc on peut plus facilement différencier les deux respirations, la première et la secondaire. Je vais aller un peu rapidement, hein, ce sera quelque chose à refaire certainement. Et on va revenir au niveau du front, du frontal, et à ce moment-là, on va ajouter la conscience de la pinéale, hein, puisque maintenant on l'a bien vu, la pinéale, la petite
pinéale en forme de pain avec des cristaux à l'intérieur. On va l'activer. On peut activer également l'hypophyse. Donc l'hypophyse étant la glande maîtresse du corps dans le plan physique mobile et la pinéale étant la glande spirituelle du corps dans un plan immobile, dans la zone tranquille du corps qui ne bouge pas et qui reçoit la conscience. Alors, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à comparer à une énergie du Dieu immobile au niveau de la pinéale et du Dieu mobile créé, manifesté, créé au niveau de la pituitaire, c'est-à-dire de l'hypophyse, mais pourquoi pas, qui sait. En tout cas, il y a des énigmes que beaucoup de philosophes ont essayé d'élucider, d'éclaircir. Et donc maintenant, on pense intérieurement activation de la pinéale. Simplement ça, on pense plusieurs fois. On peut le prononcer, on est chacun chez soi, donc on peut le prononcer. Purification et activation de la pinéale. Et vous sentez à ce moment-là que le mouvement respiratoire primaire va être beaucoup plus manifesté et va être beaucoup plus ample. On va continuer en visualisant notre axe, notre faisceau vertical de vibration et de lumière qui rejoint le sommet de la tête, donc la pinéale, le sommet de la tête et notre esprit supérieur. Si vous voulez vous laisser les mains agir pour vous nettoyer, pour activer la pinéale, mais aucune action volontaire. Vous laissez les mains être guidées par la vibration. Par la résonance quantique, par l'énergie de guérison. Vous les laissez être guidés par l'esprit supérieur. Reconnexion à notre esprit supérieur, à notre dimension supérieure. On prononce ces mots-là intérieurement. Reconnexion. À l'axe divin. Donc on se reconnecte à l'acte divin. À notre vaisseau supérieur. Ou à notre Père spirituel. Notre corps paraît devenir plus léger. Les cellules du corps vont se modifier avec l'action du liquide céphalorhynchidien, avec l'action vibratoire émise par la pinéale sur les cellules du système nerveux central et par le faisceau supérieur. On devient plus léger, plus vibratoire et on va s'élever vibratoirement au-dessus de la planète avec la conscience.
On a tout le réseau robotique d'ordinateurs qui nous sous-tend, toujours sur ce plan, et notre conscience va s'élever. Et toutes les consciences de nous autres vont se retrouver à un point central des pays qui sont représentés ici. Donc, on va se retrouver au-dessus de l'Europe, puisqu'il y a les pays d'Amérique, la Grèce. Bon, on va quand même se retrouver au-dessus de l'Atlantique. Et on monte encore des niveaux jusqu'à contacter une dimension cosmique de nous-mêmes. Et même si on est tous d'origine cosmique différente, origine karmique différente, on se rejoint dans un point du cosmos, au-dessus de la Terre, loin des problèmes karmiques, on va dire, pour l'instant, pour renforcer une connexion entre nous. Et cette connexion se fait également par les pinéales, les ailes qui sont présents. Par nos pères spirituels. Un être cosmique supérieur qui nous surveille, très élevé vibratoirement, et on se laisse baigner de cette énergie vibratoire. En se sentant accordé dans une partie de nos cellules à un niveau vibratoire.
puis intégrer notre corps physique doucement. Sentir la communion, les liens qu'il y a entre nous, les liens qui se sont créés entre nous. Et donc, s'il y a des personnes qui ont envie de partager quelque chose, c'est une première étude, une première approche de ce circuit. Moi, je voulais dire que j'étais très intéressée par cette conférence que tu as faite. Je n'ai pas une formation scientifique ou médicale ou quoi, mais j'ai trouvé ça intéressant et ça m'a donné plus un ressenti, un feeling sur ce qui se passait dans la tête, dans le cerveau, et je trouve ça c'est bien, c'est enrichissant dans tous les cas. Merci Françoise. Merci. Oui, Marianne, je voulais te remercier aussi parce que j'ai trouvé ça très intéressant et effectivement la synchronisation des 3 diaphragmes est vraiment une clé de relaxation et d'amplification de son système interne. Et pour la pinéale, on peut vraiment, il y a plusieurs méditations possibles, donc et on peut activer l'énergie, faire vraiment que l'énergie s'active dans la pinéale, et c'est vraiment efficace, quoi. Je reconnais que c'est quelque chose de très agréable parce que l'énergie se concentre sur la pinéale et après elle s'amplifie et il se passe des phénomènes internes assez forts généralement. Et donc merci beaucoup. Oui, c'est vrai, là on a dû aller assez vite. Hein. On peut refaire chez soi hein, en prenant plus de temps et il y a différentes techniques. Mais, simplement en prononçant activation de la pinéale, ça marche. Je te remercie. J'ai vraiment apprécié les exercices. Je les ai trouvés très intéressants. Et puis la fin, je l'ai trouvée vraiment très très belle. Voilà, je te remercie beaucoup. Ouais, ben Françoise, moi je te remercie aussi. Bon, moi je sens que quand mon père spirituel il se branche, ça fait comme un faisceau qui rentre dans le cerveau. Je sens que ça touche la glande pinéale par rapport à ce que tu as dit, le cristal. Voilà, j'ai à peu près compris ça. Françoise, merci beaucoup pour ce que tu as fait ce soir, c'était très intéressant. Aussi bien la partie théorique que la partie pratique, et je trouve que l'exercice a été une bonne conclusion qui a permis de remettre certaines choses en action. Voilà, bonne soirée. Je suis contente si en si peu de temps vous avez pu sentir le mouvement respiratoire premier, hein, celui qui est à l'origine. Merci Françoise. Petite question, est-ce que ce mouvement est beaucoup plus lent que les mouvements physiologiques habituels? Oui, exactement, oui, j'ai oublié de dire. En fait, c'est à 12 mouvements, pulsations, mouvements en 1 minute. Alors, je me sens moins con. Oui, il est beaucoup plus lent. D'ailleurs, quand on a vu l'image des cils vibratiles, là, on voyait que c'était plus lent. On dit en ostéopathie que l'état de santé parfait, c'est quand toutes les cellules du corps respirent en synchronicité avec le MRP, mouvement respiratoire premier. Oui, bonjour Françoise. Voilà, je voulais te remercier parce que c'était très 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 intéressant. Voilà, et je me suis régalé. Merci encore.